participation de la société civile à l'œuvre de justice n'est pas chose nouvelle et elle a de longue date fait ses preuves en France. C'est vrai tant en matière civile, par exemple au sein des conseils de prud'homme, des tribunaux de commerce, des tribunaux paritaires des baux ruraux notamment, qu'en matière pénale avec les cours d'assises, les tribunaux pour enfants et les chambres d'application des peines. Cette participation est le fruit de notre histoire directement héritée de la Révolution française. Cette pratique est également courante chez nos voisins étrangers, certains ayant notamment opté pour une présence de la société civile dans les formations de jugement des délits. C'est le cas notamment en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Finlande, en Norvège ou en Suède. Associer les citoyens au jugement des délits les plus graves et au suivi de l'application des peines comme le prévoit ce texte, c'est bien sûr confronter les auteurs présumés au regard direct de la société. C'est par ailleurs permettre aux citoyens de participer plus largement à une justice qui est rendue à leur nom. Et à cet égard, c'est la marque d'un engagement civique fort. Et je pense que la plupart d'entre vous ont lu ce matin dans le journal Libération le témoignage extrêmement intéressant d'un jeune homme de 34 ans, enseignant, qui a été juré et qui explique son expérience de juré dans le journal de ce matin. Il dit notamment « Faire partie d'un jury populaire, c'est la seule façon que nous ayons aujourd'hui d'expérimenter directement la démocratie. On se sent responsable. Dire que c'est démago, c'est bidon. Dans ce cas, on peut renoncer à toute expérience de la démocratie directe. » Vous trouverez ce témoignage dans le journal Libération de ce matin, M. Sueur. Je suis sûr que vous l'avez déjà lu, mais comme il ne va pas dire ce que vous voulez, ça va pas bien. Et c'est vrai que les magistrats, il faut bien un peu. Voilà. C'est bien entendu enrichir les formations de jugement de la présence de la société civile, car les magistrats bénéficieront du regard neuf de ses représentants. C'est, pour le dire d'un mot, le gage d'une justice plus proche, moins formelle, plus en prise avec les attentes des Français. Le même jeune enseignant dit un peu plus loin dans son témoignage que soulever la complexité pour les gens de mettre entre parenthèses leur vie professionnelle pour être juré en correctionnel, ça ne me convainc pas. Oui, ça peut être compliqué, mais c'est aussi ça, appartenir à une démocratie. Et je crois que ce jeune homme m'explique particulièrement bien quel est l'objet premier de ce texte. Donc, je ferai moins bien que lui, mais je vais quand même essayer de vous donner la substantifique moelle de ce projet. Cette réforme va forcément modifier les pratiques des magistrats professionnels dans le sens d'une justice plus intelligible pour nos concitoyens. Elle permettra également aux citoyens de mieux appréhender l'office du juge, de se réapproprier les décisions de justice et ainsi de rapprocher justice et société civile. Tout d'abord, au sein des tribunaux correctionnels, les citoyens assesseurs participeront dès la première instance au jugement des délits qui portent quotidiennement atteinte à la sécurité et à la tranquillité. Monsieur le rapporteur, vous avez élargi le champ de compétences des formations comprenant des citoyens assesseurs afin de lui donner plus de clarté et de cohérence. Ainsi, cette formation sera compétente dès la première instance pour tous les délits d'atteinte aux personnes, à leur intégrité physique ou morale, à leur identité ou à leur environnement, sous réserve bien sûr, dans chacun de ces cas, que la peine encourue soit supérieure ou égale à 5 ans et étant réservée la compétence du juge unique. Par rapport au projet initial du gouvernement, l'extension du périmètre de compétences porte notamment, et à titre d'exemple, sur les questions relatives à la détention ou l'enregistrement d'images pédopornographiques, à l'administration de substances nuisibles, aux abus de faiblesse, au délaissement de mineurs aggravés, au traitement illégal de données à caractère personnel, à l'usurpation d'identité et au délit d'atteinte à l'environnement puni de plus de 5 ans. Je me réjouis que la logique du projet de loi soit maintenue et même renforcée du fait de cet élargissement de compétences. Les citoyens assesseurs ne participeront en revanche pas au jugement des contentieux spécialisés qui, depuis plusieurs années maintenant, sont, en raison de leur particulière technicité, confiés à des magistrats spécialisés, rompus aux subtilités juridiques et techniques de ces procédures.
Je rappelle que le gouvernement poursuit ce mouvement de spécialisation des contentieux les plus complexes. Dernièrement, dans le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement des procédures juridictionnelles qui a été examiné et approuvé par votre Assemblée. La composition des formations de jugement, conformément aux exigences constitutionnelles qui imposent une majorité de magistrats professionnels, consistera donc en un collège de 5 personnes, comprenant 3 magistrats et 2 citoyens assesseurs. J'insiste sur ce point, l'unicité de la formation est préservée. Il n'y aura pas d'une part les magistrats professionnels et d'autre part les citoyens assesseurs. Il y aura 5 personnes amenées dans le temps d'une audience à juger ensemble une série d'affaires qui chacune auront le même poids lors du délibéré. Plusieurs garanties procédurales sont prévues à cet effet. Le texte prévoit ensuite la participation des citoyens assesseurs auprès des magistrats du tribunal d'application des peines et des chambres d'application des peines pour toutes les décisions modifiant ou aménageant des peines, comme la libération conditionnelle, le relèvement de la période de sûreté, dès lors que la peine prononcée est supérieure à 5 ans d'emprisonnement. Il est en effet apparu légitime d'associer les citoyens à des décisions qui, pour 80% d'entre elles, modifient l'exécution de peines rendues par les cours d'assises, donc par des formations comprenant des jurés. La procédure de sélection des citoyens assesseurs repose sur le principe du tirage au sort à partir des listes préparatoires aux jurys d'assises. Elle est assortie de mécanismes permettant de s'assurer que les citoyens tirés au sort sont aptes à participer à l'acte de juger. Ces garanties sont renforcées par rapport à celles exigées pour les jurés. En effet, les citoyens appelés à siéger ne peuvent être récusés en début d'audience, comme c'est le cas pour les jurés d'assises, et ils font partie intégrante de la formation appelée à juger au même titre que les magistrats. La commission des lois a utilement simplifié les modalités de désignation des citoyens assesseurs, même si je regrette qu'elle n'ait pas souhaité conserver les garanties d'impartialité et de moralité que nous avions expressément mentionnées, mais je pense que cela est sous-entendu dans la décision de la Commission et qu'elle trouvera l'occasion de revenir sur ces 2 points, d'ailleurs avec le soutien du gouvernement. Je rappelle que les citoyens retenus ne pourront pas se soustraire à ce devoir civique sous peine d'amende et je rappelle que leur participation sera de courte durée, 8 journées d'audience sur l'année et qu'elle sera naturellement indemnisée. Je sais très naturellement que certaines interrogations pratiques ont été exprimées. La première porte sur les moyens accompagnant la réforme, la seconde sur l'allongement des procédures que pourrait entraîner la présence des citoyens assesseurs. Sur le premier point, nous évaluons environ à 40 000 par an le nombre d'affaires au jugement desquelles participeront les citoyens. Cette réforme sera donc accompagnée, comme je m'y suis engagé, du recrutement de 155 magistrats et de 108 greffiers. Et il y a d'ailleurs 2 concours de recrutement exceptionnels qui sont prévus pour les magistrats et pour les greffiers dès cette année. Sur le second point, il est évident qu'il y aura un allongement de la procédure. Le nier serait totalement faux, mais c'est aussi naturellement le prix à payer à cette démocratisation de la justice. Par ailleurs, sur le second point, je suis pleinement favorable à la proposition de M. Zocchetto, adoptée par votre commission des lois en matière de comparution immédiate, qui vise à réduire le délai de présentation devant le tribunal correctionnel de 1 mois à 8 jours. Il s'agit là d'un point d'équilibre entre la nécessité de pouvoir conserver des modes rapides de poursuite pour ces délits, tout en évitant un accroissement des cas de détention provisoire. Je crois, d'une façon générale, qu'il nous faut adopter une démarche pragmatique sur ce dispositif nouveau, et c'est bien pourquoi nous avons retenu le principe d'une mise en œuvre progressive de la loi, comme le permet l'article 37.1 de la Constitution. Cette phase d'expérimentation qui débutera dès le 1er janvier 2012 dans 2 cours d'appel pour s'étendre à 1/3 du territoire l'année suivante, début 2013, nous permettra d'évaluer avec plus de précision, avant l'entrée en vigueur définitive du texte qui est prévu pour le 1er janvier 2014, l'impact de la réforme, notamment sur l'organisation des audiences. Enfin, je veux insister sur le fait que la participation des citoyens assesseurs supposera, à n'en pas douter, un effort de pédagogie de la part des magistrats, qui prendra sans doute du temps,
mais qui concourra à la meilleure compréhension des décisions de justice. Comme je l'ai dit, la procédure sera adaptée à cette fin, avec notamment un exposé oral de l'affaire par le président, pour permettre, dès le début de l'examen du dossier, à tous les assesseurs de disposer d'une connaissance complète de l'affaire. Le second point du projet de loi est, lui, relatif à l'amélioration du fonctionnement des assises. Et c'est d'abord sur ce point que le gouvernement a fait un pas vers la commission des lois, qui elle-même en avait fait un vers le gouvernement pour que, dès le premier ressort, les jurés soient présents en correctionnel. Quel est le but? Il s'agit de simplifier la procédure des assises, gagner du temps pour réduire la correctionnalisation des crimes. Un des problèmes que nous connaissons dans notre pays, c'est que chaque année, les cours d'assises traitent d'environ 2400 affaires, plus 200 affaires en appel, à peu près. Et que la majorité des crimes, la très grande majorité des crimes, sont déclassés, en quelque sorte, pour être correctionnalisés et jugés par les tribunaux correctionnels, et qu'il y a en plus une différenciation d'appréciation suivant les départements. Lorsqu'il y a beaucoup d'affaires criminelles, il y a beaucoup de correctionnalisation. Et puis lorsqu'il y a peu d'affaires criminelles dans un département, la cour d'assises siège tous les 3 mois, comme la loi le prévoit, et elle épuise pratiquement le rôle des affaires criminelles. Et qu'il y a donc cette inégalité devant la loi pénale de nos concitoyens, sur des points particulièrement importants, notamment le viol, où très souvent on disqualifie le viol en agression sexuelle et il passe de crime à délit et il n'est plus jugé par la cour d'assises mais par le tribunal correctionnel. Pour lutter contre cette pratique de correctionnalisation, nous souhaitions pouvoir rendre plus efficace, plus rapide la procédure devant la cour d'assises. Alors pour cela, nous avons essayé de simplifier les choses et nous sommes tombés d'accord, gouvernement et commission des lois, pour privilégier une modification du nombre des jurés sans distinguer les catégories de crimes. En première instance, il y aura 3 magistrats professionnels et 6 jurés. Et en appel, 3 magistrats professionnels et 9 jurés, si bien que nous restons fidèles à la règle selon laquelle la décision de condamner peut être prise par les seuls jurés non magistrats. Les chiffres le montrent. Et avec une autre proposition du gouvernement qui a été adoptée par votre commission, qui va permettre de gagner beaucoup de temps et apporter de la clarté au débat, il s'agit du remplacement de la lecture souvent fastidieuse de l'arrêt de renvoi par un rapport fait par le président en début d'audience. Associées, ces mesures permettront de limiter les correctionnalisations. Et puis, il y a une autre novation dans le texte relatif aux assises, c'est l'obligation pour les assises de motiver leur décision. Le Conseil constitutionnel, dans sa récente décision sur cette question, qui date du 1er avril dernier, a considéré que notre procédure d'assises, qui ne prévoit que la réponse à une série de questions, était conforme à la Constitution. Il n'y avait donc pas d'obligation pour le gouvernement de proposer au Parlement de légiférer et pour le Parlement de légiférer. Néanmoins, il nous paraît utile de permettre à toutes les parties de connaître le raisonnement qui a conduit la Cour à condamner ou à acquitter, tout en respectant bien sûr le secret du délibéré et l'intime conviction, fondement du système du jury d'assises. Ceci permettra notamment de prendre la décision d'un éventuel appel pour les parties concernées en pleine connaissance de cause. Le président de la Cour d'assises rédigera donc une note qui synthétisera les débats. Enfin, dans son dernier volet, le projet de loi modifie l'ordonnance du 2 février 1945 sur la justice pénale des mineurs. Les réflexions sur l'amélioration de la justice pénale des mineurs sont anciennes. Peut-être la 32e ou 33e modification de l'ordonnance de 1945. Le gouvernement avait d'ailleurs confié au recteur André Varinard
en 2008 la présidence d'une commission qui était chargée de formuler des propositions relatives à reconstruire, en quelque sorte, le droit pénal des mineurs. Ces travaux se sont poursuivis avec un projet de refonte complète de l'ordonnance de 1945, et il s'agissait donc, dans l'esprit du gouvernement, de proposer un véritable code de justice pénale des mineurs. Cependant, ce code, dont la partie technique de l'élaboration est quasiment achevée, ne peut se concevoir qu'en adéquation avec une réforme globale de la procédure pénale que le prochain terme de cette législature ne permet pas d'envisager. Il est donc cependant apparu nécessaire au gouvernement de procéder dès à présent à plusieurs modifications de ce texte de 1945 pour renforcer la qualité de la réponse pénale, par exemple avec la création du dossier unique de personnalité. Il s'agit également de rendre cette justice plus rapide. Le délai moyen entre la commission des faits par un mineur et le jugement par le tribunal pour enfants est actuellement de plus de 18 mois, et d'adapter ce système à une délinquance plus violente qui est le fait de mineurs de plus en plus jeunes. Le texte respecte pleinement les principes de la justice des mineurs tels qu'ils ont été consacrés par le Conseil constitutionnel, à savoir la priorité donnée à l'éducatif, la spécialisation des structures et des procédures protectrices telles que le prévoit à la fois la décision du Conseil constitutionnel du 29 août 2002 et la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été signée par la France, et bien entendu l'excuse de minorité qui n'est en rien modifiée par ce texte. Tout d'abord, pour une meilleure prise de conscience des faits commis par les mineurs et donc pour prévenir les risques de récidive, le projet de loi donne la possibilité au parquet de convoquer directement le mineur devant le tribunal pour enfants par voie de convocation par un officier de police judiciaire. Tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 11 mars dernier, nous avons assorti cette convocation de toutes les garanties requises. Le texte prévoit donc, pour recourir à cette procédure, un seuil d'âge minimum, un niveau de gravité des faits, ainsi qu'un délai maximal de 2 mois pour la tenue de l'audience et enfin la présence d'éléments récents de personnalité. Sur ce dernier point, votre commission a estimé que la saisine du tribunal pour enfants par convocation par officier de police judiciaire ou par la procédure de présentation immédiate qui exige une complète information du tribunal sur la personnalité du mineur poursuivi ne saurait être possible si ces informations provenaient du seul recueil de renseignements socio-éducatifs. Cependant, il peut être utile de prévoir que les investigations sur la personnalité puissent résulter de ce recueil de renseignements socio-éducatifs dès lors que ces investigations auront été suffisantes. Il faut également que les circonstances de la poursuite, en l'espèce une succession d'infractions commises par le mineur, le justifient. Je vous proposerai donc par voie d'amendement de revenir sur ce point en précisant que seul un mineur qui fait l'objet ou a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs procédures pourrait être poursuivi par convocation d'officier de police judiciaire. Le but n'est pas, en effet, de permettre l'utilisation de cette convocation à l'égard des mineurs qui ne sont pas déjà connus de la justice, mais de la réserver aux mineurs qui ont déjà fait l'objet, par exemple, d'une composition pénale ou d'une convocation devant le juge des enfants. Pour autant, il n'est pas possible d'attendre que ces procédures aient abouti à une condamnation définitive, ni qu'elles aient même déjà permis des investigations approfondies. Une telle exigence interdirait à la convocation par officier de police judiciaire à l'égard des mineurs qui multiplient la commission d'infractions dans un court laps de temps. Or, cette situation est fréquente et à une période de leur adolescence où certains mineurs multiplient les délits. Le texte contient 2 autres évolutions majeures afin de mieux répondre aux évolutions de la délinquance et de lutter contre la récidive. Tout d'abord, il s'agit de l'élargissement des possibilités de placement en centre éducatif fermé. Le projet de loi prévoit d'abaisser de 7 à 5 ans le seuil de la peine encourue qui autorise le placement en centre éducatif fermé. Je veux dire que ces centres ont démontré leur efficacité, notamment s'agissant de la lutte contre la récidive. Ainsi, plus des 2 tiers des mineurs, souvent difficiles, qui en sortent, ne récidivent pas l'année suivante.
Cette prise en charge pluridisciplinaire très renforcée mérite donc d'être étendue à des mineurs, même primo-délinquants, qui commettent des faits graves. Pour mieux répondre à la problématique de la récidive, le texte crée par ailleurs un tribunal correctionnel pour mineurs qui jugera les mineurs délinquants en état de récidive de plus de 16 ans, dès lors qu'ils encourent une peine supérieure à 3 ans d'emprisonnement. À la progressivité de la sanction doit correspondre la même progression dans les formations de jugement compétentes pour connaître des mineurs. Ainsi, cette nouvelle juridiction apportera une réponse mieux adaptée du fait de sa plus grande solennité et de sa charge symbolique. Elle pourra prononcer des sanctions éducatives si elle le juge suffisant. La commission des lois du Sénat a en outre souhaité qu'elle soit présidée par le juge des enfants, puisqu'il y aura obligatoirement un juge des enfants qui siégera dans ce tribunal, et vous avez souhaité que ce soit lui qui préside le tribunal correctionnel pour préserver la spécificité de la justice des mineurs. J'ajoute d'ailleurs que la procédure qui sera suivie devant ce tribunal est celle du tribunal pour enfants et pas la procédure de droit commun. Troisièmement, enfin, le projet de loi comporte par ailleurs un dispositif visant à mieux prendre en compte la personnalité du mineur délinquant. Il s'agit de la création du dossier unique de personnalité. C'est une demande forte des professionnels, tant éducatifs que judiciaires. Il rassemblera l'ensemble des éléments relatifs à la personnalité d'un mineur recueillis soit à l'occasion d'une procédure pénale, soit à l'occasion d'assistance éducative. Et ce dossier unique de personnalité assurera une connaissance plus approfondie du mineur délinquant pour un meilleur suivi et une meilleure cohérence des décisions le concernant. Il répondra aux règles fixées par la loi Informatique et Liberté de 1978, ces conditions de conservation et d'archivage étant définies par voie réglementaire après avis de la CNIL, n'ayant vocation à être utilisé que pour les procédures suivies devant les juridictions pour mineurs, il ne sera conservé après la majorité que pour permettre le jugement de faits commis avant ou pour assurer le suivi jusqu'à 21 ans au maximum du mineur par le juge des enfants dans le cadre de ses fonctions d'application des peines. Il s'agit donc ici typiquement d'une mesure qui synthétise l'esprit dans lequel ce projet de loi a été élaboré, pouvoir juger dans les meilleures conditions et notamment avec une connaissance plus aiguë de leur personnalité les mineurs délinquants, tout en respectant l'exigence de célérité qui permet de donner pleinement son sens à la sanction. Le texte prévoit enfin un renforcement de la responsabilité des parents en ouvrant la possibilité de délivrer, comme pour les témoins, un ordre de comparaître afin de les contraindre à assister à l'audience. Le parent n'est-il pas, en effet, le témoin essentiel de la personnalité d'un mineur? Il est important d'impliquer les parents dans la procédure pour donner sa pleine portée aux décisions de justice et leur faire prendre conscience de l'importance de leur implication. Je voudrais, pour conclure maintenant, revenir sur l'intérêt d'une participation des citoyens aux décisions de justice pénale, en ne doutant pas que, comme cela se pratique dans la cour d'assises depuis plus de 2 siècles, les débats judiciaires correspondent à la description qu'en faisait André Gide dans son introduction des souvenirs de la cour d'assises. André Gide écrivait « Ce qui va peut-être le plus frapper au cours de ces séances, c'est la conscience avec laquelle chacun, tant juge qu'avocat et juré, s'acquittait de ses fonctions. J'ai vraiment admiré à plus d'une reprise la présence d'esprit du président et sa connaissance de chaque affaire, l'urgence de ses interrogations, la fermeté et la modération de l'accusation, la densité des plaidoiries et l'absence vaine d'éloquence, enfin, l'attention des jurés. Je pense que par votre vote, j'en suis convaincu, vous aurez à cœur de rapprocher encore les citoyens de leur justice. Et comme disait le jeune juré, dont j'ai cité le témoignage dans Libération de ce matin, il concluait en disant « Dans tous les cas, ça contribuera à notre apprentissage de la citoyenneté ». C'est bien là le but que poursuit le gouvernement en soumettant ce texte à la Haute Assemblée. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Maintenant, la parole est à notre collègue Jean-René Lecerf, rapporteur de la Commission des lois.
Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, mes chers collègues, le projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, dont le Sénat est saisi en première lecture et pour lequel la procédure accélérée a été engagée, recouvre 3 réformes d'ampleur qui auraient pu justifier autant de projets de loi distincts. La participation de citoyens assesseurs au jugement de certains délits et aux décisions concernant l'application des peines, la création d'une nouvelle formation de la cour d'assises, la modification de plusieurs dispositions importantes de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. La portée notable des transformations proposées doit cependant être relativisée, dans la mesure où, s'agissant de la participation de citoyens assesseurs aux différentes juridictions pénales, l'application des dispositions du projet de loi fera d'abord l'objet d'une expérimentation dans le ressort d'un nombre limité de cours d'appel jusqu'au 1er janvier 2014. Puis le législateur se prononcera sur la généralisation éventuelle de ces innovations au vu de l'expérimentation. Si votre commission des lois, qui s'est vue imposer des délais d'examen de la réforme très contraignants, souscrit à l'objectif d'une plus grande participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale, elle souhaite immédiatement dissiper une ambiguïté fondamentale. L'enjeu de la réforme ne saurait être celui d'une justice plus rigoureuse. La plus grande sévérité des citoyens au regard des magistrats relève de l'idée reçue, pour ne pas dire de la contre-vérité. L'expérience comparée des jugements des tribunaux correctionnels, formés aujourd'hui des seuls magistrats, et des cours d'assises avec jury, peut utilement nous éclairer. Depuis 10 ans, le quantum des peines prononcées aux assises est stable, tandis que celui des peines correctionnelles ne cesse d'augmenter. Devant votre commission des lois, le garde des Sceaux rappelait aussi les leçons de l'histoire. La spécialisation initiale des jurés dans la décision relative à la culpabilité, laissant au seul juge professionnel le choix de la peine, amenait bien souvent les jurés à ne pas admettre une culpabilité pourtant évidente afin d'éviter des sanctions excessivement lourdes. C'est ainsi que le XIXe siècle et le début du XXe enregistrent un taux d'acquittement proche de 40%. Il s'agit donc simplement d'encourager l'appropriation par les citoyens des décisions de justice au nom des exigences de cohésion sociale et du respect du pacte républicain, comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi. L'ambition ultime résidant dans la réconciliation des Français avec leur justice, objectif essentiel de toute démocratie apaisée. Dans un sondage réalisé en mai 2008 par l'IFOP, à l'initiative du Conseil supérieur de la magistrature, sur la confiance accordée par le grand public à l'égard des différentes institutions, la justice est largement dépassée par les hôpitaux, l'école, l'armée, la police ou la fonction publique. Elle précède cependant, mes chers collègues, les élus avant-derniers et les médias, lanterne rouge de ce redoutable hit-parade. Si le texte proposé par le gouvernement répond pour partie à cet objectif de réconciliation des Français avec leur justice, il soulève cependant plusieurs interrogations qui ont conduit votre commission à proposer sur certains points des équilibres différents. Sur le premier volet du projet de loi, la participation des citoyens à la justice pénale, votre rapporteur n'a pas rencontré beaucoup d'objections de principe. La présence notamment de citoyens dans les tribunaux correctionnels et une plus large ouverture de la justice sur la société figurent tant dans les revendications du syndicat de la magistrature que dans la profession de foi du candidat Nicolas Sarkozy aux dernières élections présidentielles. Cette référence d'une justice démocratique, fille de la Révolution, n'est-elle pas aujourd'hui unanimement appréciée dans l'opinion comme chez les magistrats eux-mêmes? Permettez-moi de citer ici le témoignage de M. Jean-Pierre Jetty, président de la Cour d'assises de Paris, qui m'apparaît très représentatif de l'opinion de ses confrères. La présence des jurés pour l'examen et le jugement des affaires criminelles est la meilleure garantie que l'on puisse offrir aux justiciables. Leur questionnement, leur souci permanent de ne pas commettre d'erreurs judiciaires, leur recherche de la juste peine créent pour les magistrats professionnels une remise en cause permanente de leurs pratiques, ainsi que la nécessité d'expliquer, voire de justifier leur prise de position
sur les différents aspects de l'affaire. Ceci favorise une absence de routine extrêmement bénéfique à la prise de décision finale. » Fin de citation. Si les vertus des jurés sont telles, pourquoi ne pas leur donner une plus large place? Rappelons encore que l'association des citoyens à la justice pénale se rattache à deux modèles. Tout d'abord celui du juré, tiré au sort, qui remplit une mission brève mais intense et dispose d'un pouvoir décisionnel autonome. Ensuite celui de l'échevin, qui se porte candidat par sa compétence particulière en un domaine et intervient de manière ponctuelle mais durable. S'agissant du premier, la loi du 28 juillet 1978, ce n'est pas si ancien, a parachevé la démocratisation du jury d'assises en posant le principe d'un tirage au sort à tous les stades du recrutement en partant des listes électorales. La présomption d'infaillibilité du jury, émanation du peuple souverain, a longtemps justifié l'absence d'un second degré de juridiction pour les crimes. Après l'échec du texte de Jacques Toubon en 1996, en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale de 1997, il a fallu attendre la loi du 15 juin 2000 pour que ce projet aboutisse, à l'initiative de votre commission des lois. Depuis, l'existence d'une cour d'assises d'appel, composée de 12 jurés au lieu de 9, a démontré son utilité. Je vous renvoie par exemple à l'affaire d'Outreau. Le modèle de l'échevin, qui repose sur la sélection des candidatures, s'incarne dans l'assesseur du tribunal pour enfants et du tribunal correctionnel de la Nouvelle-Calédonie, dans le juge de proximité, ou encore dans la participation de 2 représentants de la société civile à la formation élargie de la Chambre d'application des peines. La participation des citoyens à la justice pénale, objet de controverses, est parfois contournée. Je pense à l'instauration de cours d'assises sans jury pour les infractions militaires et celles en matière de sûreté de l'État, de terrorisme et de trafic de stupéfiants. Et surtout, à la correctionnalisation des affaires criminelles. Ce phénomène concernerait près de la moitié des crimes, voire les 2/3 d'entre eux. Le Conseil constitutionnel a rappelé que la proportion de juges non professionnels doit rester minoritaire dans les formations correctionnelles de droit commun. Cette réserve d'interprétation ne vaut pas pour les cours d'assises, dont la composition répond à une double exigence d'indépendance et de capacité, garantie par le tirage au sort et les conditions d'aptitude, et renforcée par le système de récusation. En outre, note-t-on dans l'étude d'impact, l'ancienneté de la cour d'assises et le lien étroit entre le juré et l'expression de la souveraineté populaire pourraient conduire à voir dans l'institution du jury un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Le projet de loi vise d'une part à mieux représenter les citoyens dans les tribunaux correctionnels et les juridictions de l'application des peines. D'autre part, à créer une formation allégée de la cour d'assises pour simplifier l'organisation de la justice. Ce double objectif s'appuie sur la création de la nouvelle catégorie du citoyen assesseur, qui se situe entre le juré des cours d'assises et le juge de proximité. De fait, son mode de désignation combine le tirage au sort et une sélection fondée sur certains critères d'aptitude et d'impartialité. L'inscription sur la liste annuelle des citoyens assesseurs résulte d'un choix en fonction de plusieurs critères. Satisfaire les conditions requises pour être juré, mais aussi présenter des garanties d'impartialité et de moralité. Comment évaluer ces critères? Les citoyens tirés au sort sur les listes préparatoires recevront un questionnaire, mais alors celui-ci peut se révéler intrusif. La commission départementale pourra procéder ou faire procéder à l'audition des personnes qui n'auraient pas répondu ou auraient répondu de manière incomplète à ce questionnaire. Enfin, la commission, pour inscrire une personne sur la liste annuelle, devra procéder à une enquête relative à la moralité et à l'impartialité de l'intéressé. Le projet de loi conduit ainsi à créer pas moins de 6 nouvelles formations de jugement, dont une pour le jugement des mineurs. Tout d'abord, 2 formations en matière correctionnelle, composées de 3 magistrats professionnels et de 2 citoyens assesseurs. Le tribunal correctionnel citoyen, si je puis m'exprimer ainsi, compétent pour juger des faits de violence contre les personnes punies de 5, 7 ou 10 ans d'emprisonnement, relevant actuellement du tribunal correctionnel collégial
et la Chambre des appels pour statuer sur l'appel formé contre une décision rendue par ce tribunal correctionnel citoyen. Ensuite, une nouvelle formation de la Cour d'assises, au premier degré, composée elle aussi de 3 magistrats et de 2 citoyens assesseurs, dotée d'une compétence de principe pour les crimes passibles de 15 et 20 ans de réclusion criminelle commis en l'absence de récidive. Le procureur de la République ou l'accusé, non la partie civile, pourrait toujours demander le jugement par une cour d'assises composée d'un jury. De surcroît, le texte modifie la procédure devant la cour d'assises, quelle que soit sa formation, sur 2 points : la suppression de la lecture par le greffier de la décision de renvoi, qui pouvait durer plusieurs jours, au bénéfice d'un exposé du président, et la motivation des décisions criminelles. En bref, nous aurions, si vous me pardonnez la familiarité de l'expression, une cour d'assises light où siégeront 2 citoyens assesseurs et une cour d'assises hard où les jurés seront majoritaires. 2 nouvelles formations sont également prévues pour l'application des peines. Le tribunal de l'application des peines comprendra 2 citoyens assesseurs lorsqu'il se prononce sur le relèvement de la période de sûreté ainsi que sur les libérations conditionnelles. Il aura compétence sur les décisions impliquant des personnes condamnées à une peine égale ou supérieure à 5 ans, de même que la Chambre de l'application des peines, à la place des 2 représentants des associations aujourd'hui lorsqu'elles statuent sur les décisions de ce tribunal. La mise en œuvre globale de la réforme à partir du 1er janvier 2014 rendra nécessaire, sur la base des hypothèses retenues dans l'étude d'impact, la mobilisation de plus de 32 millions d'euros en crédits d'investissement et plus de 8 millions d'euros en crédits de fonctionnement, indemnisation des citoyens assesseurs incluse. Ceci sans tenir compte des 155 postes de magistrats et 108 postes de greffiers dont le garde des Sceaux a obtenu la création. Votre rapporteur a cherché à conforter les objectifs poursuivis par le projet de loi en simplifiant le mode de désignation des citoyens assesseurs, en élargissant le champ de compétences du tribunal correctionnel citoyen et, concernant la cour d'assises, en réaffirmant le pouvoir des jurés populaires et le refus de la scission du statut de la cour d'assises. Sur le jugement des crimes, votre commission a souhaité maintenir les grands principes gouvernant les assises. Elle s'étonnait que, dans le cadre d'une réforme justifiée par une meilleure participation citoyenne, l'on commence par remplacer 9 jurés par 2 citoyens assesseurs dans près de 90% des affaires criminelles en première instance. Elle regrettait également l'alignement de la nouvelle formation de la cour d'assises allégée sur celle du tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs. Dans la volonté d'éviter la correctionnalisation des crimes, on en venait largement à une certaine forme de correctionnalisation des assises. Votre commission a donc choisi de simplifier le système existant sans en remettre en cause les principes de base. Elle a ainsi réduit l'effectif du jury de 9 à 6 en première instance et de 12 à 9 en appel, ce qui permet d'une part de garantir la prépondérance des jurés par rapport aux magistrats et d'autre part de préserver la règle d'une majorité qualifiée pour obtenir la condamnation de l'accusé. Sur le jugement des délits, votre commission a souhaité élargir le périmètre des compétences de la formation comportant des citoyens assesseurs à l'ensemble des atteintes aux personnes passibles d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 5 ans. Compte tenu des enjeux que représentent les questions d'environnement pour la société, il est apparu également justifié d'ajouter les infractions au Code de l'environnement, passibles de la même manière d'une peine égale ou supérieure à 5 ans d'emprisonnement. Votre rapporteur, lors des auditions, avait perçu la crainte de distinguer en quelque sorte un contentieux des pauvres, avec la présence des citoyens assesseurs, d'un contentieux des riches, jugé uniquement par des magistrats professionnels. Au-delà de l'aspect caricatural de ce reproche, votre rapporteur est convaincu que le bon sens des citoyens assesseurs peut s'avérer utile et nécessaire au-delà des seuls problèmes de violence aux personnes. La présence de citoyens assesseurs au sein des tribunaux et de la Chambre d'application des peines est apparue justifiée à votre commission. Elle permettra de consacrer l'intervention citoyenne pour remettre en cause les peines prononcées par un jury populaire et qui tiennent à cœur à la société. Je ne crois nullement impossible, en outre, d'expliquer à l'opinion, comme aux futurs citoyens assesseurs, que la libération conditionnelle, par exemple, joue un rôle essentiel dans la réinsertion,
qui demeure l'objectif essentiel à poursuivre. Je rappelle à cette occasion que la lutte contre la récidive et les actions de réinsertion sont aussi indissociables que l'avers et le revers de la même médaille. Second volet du texte, une vingtaine de propositions visant à adapter l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante pour une réponse judiciaire plus rapide et plus lisible. Entre 2002 et 2009, le nombre de mineurs mis en cause par les services de police et de gendarmerie a crû de 19%, mais contre 32% chez les majeurs. Peu de ces mineurs réitèrent. 7 mineurs sur 10 ne font pas l'objet de nouvelles poursuites ou d'une mesure alternative aux poursuites dans l'année suivant la fin de leur prise en charge. En revanche, un petit noyau de 5% serait responsable de près de la moitié des infractions commises. La justice des mineurs en France n'est pas particulièrement laxiste, mais erratique. Aujourd'hui, en dépit de 9 modifications apportées à l'ordonnance de 1945 depuis 2002, ce constat dressé par la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs et par son rapporteur, notre collègue Jean-Claude Carle, il y a 9 ans, est encore largement partagé. Le principal grief est celui de la lenteur. Entre les faits et la condamnation définitive par le juge ou le tribunal s'écoulent 18 mois. 5 ans pour la condamnation par une cour d'assises des mineurs. Autre difficulté, le manque cruel de lisibilité et de cohérence. Depuis 1945, l'ordonnance a fait l'objet de 34 modifications, sans que son architecture fasse l'objet d'une refonte d'ensemble. À la demande du gouvernement, une commission présidée par le recteur André Varinard a remis un rapport en décembre 2008 préconisant, entre autres, l'élaboration d'un code de la justice pénale des mineurs. L'avant-projet de loi qui l'a inspiré sera discuté, a fait valoir le gouvernement, en liaison avec la réforme de l'ensemble de la procédure pénale. Pour l'heure, son examen par le Parlement a donc été repoussé. Aussi, le gouvernement a-t-il jugé nécessaire de modifier dès à présent l'ordonnance de 1945. Premier objectif, renforcer l'efficacité de la chaîne pénale. La création du dossier unique de personnalité, qui rassemblera toutes les investigations sur la personnalité du mineur, mettra la juridiction en mesure de statuer en pleine connaissance de cause, y compris lorsqu'elle est saisie par une procédure rapide de poursuite. La procédure de convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants permettra de juger les mineurs déjà connus de l'institution judiciaire dans un délai bref. Corrélativement, la procédure de convocation par OPJ devant le juge des enfants aux fins de jugement, peu utilisée et supprimée. Enfin, le texte prévoit un nouveau tribunal correctionnel pour mineurs, compétent pour juger les mineurs de 16 à 18 ans, ayant commis des délits en état de récidive légale. Deuxième objectif, accroître l'éventail des outils à la disposition des magistrats, afin d'adapter la réponse pénale à la personnalité des mineurs. Désormais, la juridiction de jugement pourra assortir une peine d'une sanction éducative. De même, le texte facilite le placement du mineur en centre éducatif fermé et encadre l'assignation à résidence avec surveillance électronique. Enfin, le juge des enfants pourra convertir une peine d'emprisonnement ferme de faible quantum en travail d'intérêt général pour un mineur de plus de 16 ans. Troisième objectif, renforcer l'implication des parents défaillants. Ceux-ci seront systématiquement informés des décisions de l'autorité judiciaire et les juridictions pourront délivrer un ordre de comparaître à leur encontre, afin de les contraindre à assister à l'audience. Les représentants légaux du mineur seront également jugés par jugement contradictoire à signifier et non plus par défaut. Votre rapporteur et votre commission, plutôt favorables à ces dispositions, ont estimé que les procédures rapides de poursuite devaient se faire à la condition que la juridiction dispose d'investigations approfondies et récentes sur la personnalité du mineur. Cette clarification est nécessaire, d'autant plus compte tenu de la censure du Conseil constitutionnel de la LOPSI 2. Conformément à l'exigence constitutionnelle de spécialisation des juridictions pour mineurs, le tribunal correctionnel pour mineurs doit, selon la Commission, être présidé par un juge des enfants. Enfin, nous prévoyons que la victime sera systématiquement informée de la date de jugement afin de pouvoir se constituer partie civile.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, avant de conclure cette intervention, je tiens à remercier le garde des Sceaux pour l'écoute qui a été la sienne dans le travail en commun avec la Commission des lois. Je crois pouvoir assurer que gouvernement et Commission des lois ont fait effectivement un certain nombre de gestes les uns vers les autres, de façon à aboutir à ce texte qui me semble équilibré, que nous vous présentons aujourd'hui et que la Commission vous demande, en tenant compte bien évidemment de ces amendements, de bien vouloir adopter. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président de la Commission des lois, si vous souhaitez intervenir, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Pour faciliter nos débats lors de l'examen du titre 2 du projet de loi qui porte sur les dispositions modifiant l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquance, la Commission des lois souhaiterait que soient examinés en priorité les articles 17 et 29. Je rappelle que ces articles seraient donc discutés au début du titre 2, juste avant l'article 10. La priorité de droit lorsqu'elle est demandée par la commission saisie au fond, quel est l'avis du gouvernement? Avis favorable, donc cette demande est acceptée. Maintenant, nous allons entrer dans le vif de la discussion générale. La parole est à notre collègue Alain Anziani pour le groupe socialiste. Il dispose de 10 minutes. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues, d'abord un petit rappel de l'histoire. L'an passé, la réforme de la procédure pénale était une urgence, mais ce n'était pas la même urgence que celle d'aujourd'hui. À l'époque, cette urgence, décidée par le Président de la République, consistait à supprimer le juge d'instruction et même à mettre en place une procédure accusatoire dont nous voyons en ce moment même les effets. En juillet dernier, le Conseil constitutionnel imposait une autre urgence, qui n'était pas la même. Cette urgence était de réformer la garde à vue à la française, que nous dénoncions depuis des années, mais que depuis des années, la chancellerie s'obstinait à considérer comme parfaite en tout point. Et aujourd'hui, une troisième urgence vient chasser les deux autres. Il serait nécessaire de réformer la procédure d'audience et la justice des mineurs en vitesse accélérée et en tout cas avant l'été. Alors, j'ai essayé de comprendre quel est le motif de cette accélération des dernières semaines. Motif qui n'est d'ailleurs pas partagé non plus par notre rapporteur qui tout à l'heure a dénoncé les délais qui nous ont été imposés pour examiner des textes qui sont quand même d'une certaine importance. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais cette réforme vient sans doute d'une concertation approfondie avec les professionnels concernés, et notamment avec la commission Léger qui avait été mise en place pour justement essayer d'examiner une réforme de la procédure pénale. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce texte ne nous est pas arrivé à la suite d'une concertation, mais par un soir d'émission télévisée. On aurait pu penser d'ailleurs que dans cette émission télévisée, ce aurait été vous, Monsieur le garde des Sceaux, qui auriez fait l'annonce de cette nécessité. Eh bien non, ça a été l'œuvre du ministre de l'Intérieur. Et je voudrais vous saluer, Monsieur le garde des Sceaux. Immédiatement, vous avez d'ailleurs réagi en disant eh bien, il faut tempérer l'ardeur de mon collègue de l'Intérieur, et vous nous avez précisé que les nouveaux jurés ne siégeraient pas en appel. Oui, mais voilà, on a le texte aujourd'hui devant les yeux, et en fin de compte, on voit que le ministre de l'Intérieur l'a emporté. Il y aura 2 jurés populaires qui siégeront en première instance et le plus vite possible. Si nous regardons maintenant l'itinéraire du texte relatif aux mineurs, qui sera développé par Mme Tasca et Mme Boumedienne-Thierry tout à l'heure, on retrouve la même incohérence. En avril 2008, Mme Dati pointait, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, une trentaine de modifications intervenues depuis la guerre et qui ont affecté l'ordonnance du 2 février 1945. Et Mme Dati concluait, vous voyez, c'est de bonne lecture, elle concluait que ces retouches successives
nuisait à la clarté et à la compréhension. Et elle avait mis en place à ce moment-là une commission qui était la commission Varinard, qui a déposé son rapport. Et ensuite, il n'y avait pas dans ce rapport de volonté de modifier partiellement, évidemment, l'ordonnance de 45. Madame Alliot-Marie, à son tour, a regardé cet état des choses, ce tableau de la loi, et a considéré que l'ordonnance de 45 était devenue, je cite, « illisible, ce qui est contraire au rôle et au but de notre droit ». Oui, mais quelle belle ambition, effectivement, que la cohérence. Mais quelle contradiction, puisque aujourd'hui, vous venez défendre devant nous une nouvelle couche d'un millefeuille législatif, et une couche d'ailleurs qui a un goût amer, puisqu'en réalité, cette couche-là va modifier en profondeur le sens de notre juridiction d'émetteur. Alors je reprends ma question, quel est donc le sens et l'inspiration de ce double texte? Eh bien moi je n'en vois qu'un. Et vous n'allez pas le partager, mais je vais essayer de vous démontrer quel est le sens, à mon avis, le seul qui puisse avoir une sorte d'authenticité. Ce sens, c'est la défiance envers les magistrats. Il n'y a pas d'autre sens à ce texte, à ces textes, que la défiance envers les magistrats et plus généralement envers le monde judiciaire. Je remarque d'ailleurs que cette défiance envers les juges, elle nous a été clairement annoncée par le président de la République lui-même. N'ayons pas la mémoire courte. Il y a quelque temps, le président de la République lui-même comparait les magistrats à quoi? À des petits pois. Il y a quand même des qualificatifs plus élogieux. Et le président, et je le cite, les comparait à des petits pois, la même couleur, le même gabarit, la même absence de saveur. Oui, monsieur le garde des Sceaux, je comprends votre dénégation, mais elle s'adresse au président de la République qui a tenu ces propos. Et donc, c'est le président de la République qui a tenu ces propos de petits pois et avec une description très précise, même couleur, même gabarit, même absence de saveur. Et malheureusement pour lui, les petits pois ont refusé de passer à la casserole. Et on voit que après l'affaire de Pornic, notamment, les petits pois, eh bien, ils se sont agités et ils ont obtenu d'ailleurs le soutien, y compris des forces de police et de la gendarmerie. Alors, évidemment, vous, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Vous les souhaitez de nouveau les cuisiner à votre façon en les réduisant. Et vous les réduisez avec, d'un côté, des peines planchées ou, par exemple, en matière d'immigration, avec des mesures administratives. Je sais bien, monsieur le garde des Sceaux, que vous allez nous assurer que cette réforme a un autre objet qui est rapprocher la justice des citoyens. Mais, sincèrement, regardez d'abord l'intitulé de votre texte, comme le faisait remarquer Jean-Pierre Michel. Votre texte, « Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale ». Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire à la lettre? Que les magistrats ne sont pas eux-mêmes des citoyens. Et cette formulation pour le moins maladroite révèle précisément la méfiance dont je parle à l'instant. Et d'ailleurs, de quelle justice pénale nous parlez-vous? En fait, vous scindez la justice en deux. D'un côté, il y aura la justice qui va traiter des délits portant une atteinte particulièrement grave à la cohésion sociale de notre pays. Et je lis, ce sera les violences, les vols avec violence, les violences conjugales habituelles, les agressions sexuelles, les atteintes à l'environnement et l'usurpation d'identité. Alors ces délits-là porteraient atteinte à notre cohésion. Mais, si on en croit votre raisonnement, eh bien la cohésion sociale de notre pays ne serait pas menacée ni par la corruption, ni par les délits d'initiés, ni par les infractions économiques, ni par les scandales financiers, ni par, au fond, les scandales du monde des affaires qui, eux, seraient réservés à une autre justice, et celle-là n'aurait pas besoin de la présence du peuple. Je ne suis pas sûr que les citoyens dont vous voulez nous rapprocher s'y retrouvent. La réalité est autre, et la réalité, c'est qu'effectivement, vous voulez encadrer les magistrats que vous jugez trop laxistes par des citoyens que vous espérez plus sévères. La conséquence, elle est immédiate. Vous limitez le pouvoir du juge, qu'il s'agisse de celui de prononcer des peines, ou celui d'accorder des libérations conditionnelles, ou encore, évidemment, celui de juger les mineurs. Sur ces deux derniers points, je dirais un mot précis. En fait, vous nous proposez qu'un citoyen chasse l'autre. C'est un peu un paradoxe. En matière d'application des peines, l'assesseur citoyen assistera désormais les magistrats.
En appel, il remplacera le représentant de l'association d'aide aux victimes et le représentant de l'association de réinsertion qui interviennent déjà. Et dans une matière si complexe, quel est donc l'intérêt de remplacer un assesseur, un citoyen qualifié, reconnu pour son intérêt pour la justice et ses compétences, par quelqu'un qui, au fond, n'aura ni cette expérience, ni cette connaissance, ni cet intérêt? Nous ne voyons qu'un intérêt qui consiste à rendre plus difficiles les libérations conditionnelles. La même situation va intervenir dans la justice des mineurs, mais je laisserai tout à l'heure mes collègues vous en parler plus précisément. J'ajouterai toutefois, pour respecter le temps qui m'est imparti, un mot sur l'étude d'impact. J'ai regardé l'étude d'impact, on la regarde rapidement. Elle fait une demi-page. Une demi-page pour l'étude d'impact est donc consacrée aux conséquences matérielles de votre réforme, qui va pourtant concerner plusieurs dizaines de milliers d'affaires. Écoutez, je vais faire simple. Je ne vais pas vous donner mon point de vue, parce que mon point de vue, vous allez juger partial. Alors je vais vous donner le point de vue de quelqu'un d'autre, qui est quelqu'un qui sort de vos rangs. Et je vais vous donner le point de vue de Jean-Paul Garot, secrétaire national à la justice de l'UMP. Et sur cette question, Jean-Paul Garot, que je connais puisqu'il est de mon département, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Et qu'est-ce que vous ne voulez pas écouter, même lorsque c'est quelqu'un qui vient de vos rangs qui le dit? Il craint un ralentissement considérable de la justice, un risque de paralysie, a-t-il précisé à l'AFP, et il ajoute que nous allons changer la nature de la procédure et la faire évoluer vers une procédure orale qui exigera beaucoup plus de temps d'audience. Et Jean-Paul Garot indique, au lieu de juger 40 affaires par jour, on en jugera 2. Alors, peut-être est-il trop sévère. Je suis d'accord avec vous. Ce ne sera peut-être pas 2, ce sera peut-être 3, ce sera peut-être 4. Mais nous voyons bien qu'effectivement, tout cela va allonger la durée des audiences, évidemment, le coût des affaires. Voilà, monsieur le garde des Sceaux, la principale question qui se pose à la justice, c'est celle des moyens. Nous avons un misérable 37e budget en Europe, 10 magistrats pour 100 000 habitants, c'est-à-dire la moitié que la moyenne européenne, 3 procureurs contre 8 chez nos voisins, et pourtant vous nous proposez une réforme qui va encore allonger les procédures et allonger les délais, exactement l'inverse de ce qui aurait été nécessaire de faire. Alors, je termine, bien sûr, Monsieur le Président. Franchement, situation, 5 lois ont ainsi limité le pouvoir des juges. 5 lois en 4 ans. 5 lois qui n'ont absolument pas fait reculer la délinquance dans notre pays. 5 lois qui ont été largement inutiles. Et vous allez ajouter aujourd'hui un 6e texte qui aura, lui, des effets dévastateurs, tant sur la réinsertion des majeurs que sur la prévention de la délinquance des mineurs. Merci. Merci, Monsieur Anziani. Maintenant, nous allons écouter avec intérêt Madame Anne-Marie Escoffier pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, mes chers collègues. Monsieur le ministre, je m'entraînerai dans mon intervention au projet initial présenté par le gouvernement, projet initial qui avait pour objectif d'améliorer, renforcer ou encore élargir la participation des citoyens assesseurs ou des citoyens jurés à toutes les instances judiciaires. Voilà qui procède d'une juste cause, dès lors que l'ambition qui la sous-tend respecte les principes d'indépendance et d'impartialité de l'autorité judiciaire énoncés dans notre Constitution. Des principes dont la participation des jurés aux délibérés de la Cour d'assises est le garant. Garant du principe de la légalité, de celui de l'application des lois dans le temps, de l'individualisation des peines, principe encore de la présomption d'innocence. Autant de fondements qui ont fait depuis bien longtemps le plébiscite des jurys populaires, ajoutant au jugement des techniciens du droit leur intime conviction. Pourquoi alors rompre, dans le texte du projet initial du gouvernement, ce délicat équilibre, au prétexte d'impliquer davantage le citoyen dans la prise d'une décision de justice rendue au nom du peuple, si ce n'est pour répondre à une autre ambition, celle que nous propose ce projet de loi,
le durcissement de nos procédures pénales. Je n'en veux pour preuve que l'omission bien malencontreuse dans le projet présenté par le gouvernement du principe de présomption d'innocence. Dans votre conclusion sur les objectifs de la loi, n'écrivez-vous pas « prévoit la motivation des arrêts d'assises qui permettra aux personnes condamnées de connaître les principales raisons pour lesquelles la cour d'assises a été convaincue de leur culpabilité ». Qu'en est-il des arrêts d'acquittement ? Notre droit et notre justice ne peuvent laisser subsister un doute sur le respect de ce principe déjà largement ébranlé par l'introduction du plaidé coupable, le renforcement du rôle du parquet, dont la qualité d'autorité judiciaire est pourtant contestée par la Cour européenne en ce qu'il n'est pas indépendant et autonome de l'exécutif, ou encore par les projets de suppression du magistrat instructeur. Au prétexte d'améliorer le fonctionnement des cours d'assises et de remédier à la multiplication des correctionnalisations des infractions, vous proposez de remplacer les actuels 9 jurés de cour d'assises par deux assesseurs à l'instance des crimes punis d'une peine maximale de 15 ou 20 ans, à l'image du dispositif fixé s'agissant de la procédure correctionnelle. Vous instituez ainsi implicitement une correctionnalisation légale des primo-crimes ou inversement une criminalisation des délits. De fait, le tribunal correctionnel et la cour d'assises, avec 2 assesseurs citoyens et 3 magistrats, ne se distingueront plus que par leur nom. Les infractions, qu'elles soient qualifiées de délits ou de crimes, seront toutes poursuivies, introduites et renvoyées selon la même procédure et sur le fondement des mêmes règles d'audiencement devant des instances différenciées par leur seul nom. Notre cour d'assises, dès lors, en sa formation traditionnelle actuelle, deviendra exceptionnelle et réservée aux crimes en récidive, à la faculté des parties de s'opposer à la formation assesseur et aux crimes les plus odieux qui font encourir plus de 20 ans de réclusion criminelle. En proposant pareil dispositif, le gouvernement introduit une nouvelle hiérarchie, celle de l'auteur et non plus celle de l'infraction. Jusqu'alors, il s'agissait de distinguer les crimes des délits et de protéger le principe de procès équitable. Même juridiction pour même qualification. Aujourd'hui, la différenciation vient de la qualité de l'auteur. Le récidiviste ne sera pas traité comme le primo-délinquant. Cette circonstance jusque-là aggravante devient un élément constitutif de l'infraction qui justifierait à lui seul non pas une sanction plus sévère, mais une juridiction particulière et exceptionnelle. Le petit criminel aura droit à la cour citoyenne, le grand criminel à la cour d'assises, le petit criminel sera traité comme le prévenu. Au total, on assistera à un renforcement de la répression et à une aggravation des peines, non pas encourues, mais prononcées, chacun sachant bien la plus grande sévérité des peines prononcées par les magistrats correctionnels par rapport à la relative clémence des cours d'assises. Au-delà de ce changement d'orientation voulu, je voudrais soulever le problème des moyens matériels et budgétaires nécessaires à l'application de cette réforme. Par le jeu des dispositions de l'article 181.1, de l'article 241 et 237.1 relatifs aux assesseurs de cour d'assises pour réduire, dites-vous, de moitié les délais de détention, vous écartez, comme d'un revers de main, les difficultés administratives, matérielles et financières qui vont affecter dans leur fondement les missions et les charges de nos magistrats. Raisonnablement, l'impact positif de la réforme sur les délais de comparution de la personne poursuivie est peu probable. En revanche, bien probable le cortège de difficultés à venir, les désistements de dernière heure des assesseurs, le temps nécessaire pour les familiariser avec une matière difficile à appréhender pour le plus grand nombre, le coût des indemnisations. Mais surtout, il est à craindre que ce projet n'ait des incidences sur le délai des comparutions, voire sur les comparutions immédiates elles-mêmes, qui, face à l'impossibilité de réunir le tribunal le jour même, verront le prévenu présenté devant le seul juge des libertés et de la détention ou devant le tribunal composé alors des seuls magistrats. Dans l'hypothèse d'une détention provisoire, le délai de placement ne devrait pas excéder 1 mois, délai au-delà duquel le prévenu serait remis en liberté. Dès lors, en matière criminelle,
Alors que le gouvernement dit vouloir réduire à 6 mois le temps de détention provisoire, qu'en sera-t-il vraiment? Doit-on craindre ou se réjouir de voir remis en liberté un accusé au terme des 6 mois? Doit-on craindre ou se réjouir de voir cet accusé renvoyé devant une cour d'assises composée des seuls magistrats? Est-ce là le progrès que l'on est en droit d'attendre d'une réforme réfléchie et pensée? Tout laisse à croire que vous défaites d'une main ce que vous avez fait de l'autre, niant même le rôle éminent que devraient assumer les citoyens assesseurs, ne donnant plus à ces assesseurs qu'un rôle de gage de bonne conduite du système judiciaire. J'ouvrais mon intervention sur l'intention à peine voilée du gouvernement de durcir les procédures pénales. Le projet de loi, dans son titre 2, en est une triste illustration. Les dispositions relatives à la répression des infractions commises par les mineurs bafouent la qualité de mineur consacrée par l'ordonnance du 2 février 1945. La minorité n'est plus une clause d'exception. Le mineur est ici à appréhender en sa seule qualité d'auteur, au même titre qu'un majeur. Prétendre par la création d'un tribunal correctionnel pour mineurs participer à la rééducation du délinquant et soutenir que cette nouvelle juridiction spécialisée est un remède pour faire comprendre à tel jeune adulte, tel enfant, la nécessité de sortir de l'engrenage de la délinquance est une aberration. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. Pour la revoir, notre site internet publicsénat.fr. À suivre le journal de 19h présenté ce soir par Michel Grossior. Très belle soirée à tous.